Bonjour Laure Verdeau, bienvenue. Vous Bonjour. êtes donc la directrice de l'agence Bio, créée en décembre 2001, dotée d'une mission d'intérêt général. C'est un groupement d'intérêt public. Vous nous rappelez dans quel contexte on est, ce que ça signifie ? Alors, ça veut dire qu'on n'a rien à vous vendre. Nous, le bio, on est juste là pour expliquer aux citoyens ce qu'est le bio. On a une triple mission qui consiste à éditer des chiffres panoramiques du bio sur tous les marchés, tous les débouchés qui s'offrent aux agriculteurs. Ouais. On a une mission qui est de financer aussi les projets d'entrepreneurs du bio qui ont des projets collectifs qui structurent les filières. On finance des casseries, des yaourteries, etc. On a un fonds de 13 millions d'euros qui s'appelle le Fonds Avenir Bio. Et puis, on a surtout cette mission d'expliquer aux citoyens / consommateurs ce qu'est le bio, ce qu'il a pour chaque euro dépensé en bio en termes d'avantages environnementaux, d'emploi, etc. pour le collectif, mais aussi comment est-ce qu'en tant que consommateur, il peut manger plus de bio, quel que soit son budget. Oui, ça c'est important. Communiquer et informer. Vous lancez notamment une campagne de com qui s'appelle Bioréflexe. Elle a déjà démarré. Comment elle va se décliner, cette campagne ? Alors cette campagne, c'est assez unique. C'est une campagne collective, c'est-à-dire que l'ensemble des filières produits, donc le CNIEL qui s'occupe des produits laitiers, Interbef qui s'occupe de la viande, Interfel qui s'occupe des fruits et légumes, nous et la Maison de la Bio, on joue à 10 en fait dans cette équipe de France du Bio. On endosse tous le même maillot, tous le même slogan autour du Bioréflexe pour rappeler aux consommateurs que le bio, c'est du plaisir et du sens, et puis que ça a des avantages concrets. C'est produit avec 0 pesticides de synthèse, c'est 30% de biodiversité en plus sur les fermes bio, et puis c'est 100% de tous les opérateurs qui sont contrôlés plus d'une fois par an. Donc en termes de garantie, on peut difficilement faire mieux. Et ça, on s'organise de façon à ce que pendant 6 semaines, ça a démarré lors du printemps du bio, et ça va s'étaler là pour 6 semaines, chaque filière reprend ce slogan commun. L'une après l'autre, en quelque sorte. Exactement. D'accord. Donc, on a commencé à peu près en fin mai. Et donc, l'objectif, c'est d'accompagner tous les beaux produits, d'ailleurs, bio qui sont sur les étals en ce moment, et de faire reprendre le chemin du bio à des consommateurs qui, parfois, ont arbitré en faveur du local, alors qu'on sait que bio et local, on peut combiner les deux. Oui, ça peut être compatible. Effectivement, ces chiffres 2021, avec une petite baisse de la consommation du bio de 1,49%. Je disais que la baisse, elle a continué au début de cette année 2022. Moi, j'ai vu des chiffres de moins 6%. Déjà, peut-être si on se place en perspective, le bio, c'est une histoire de croissance continue. Depuis qu'on l'a défini comme tel. Donc c'est quoi ? Est-ce que c'est la première fois dans l'histoire qu'il y a une baisse, même si elle n'est pas très importante, de la consommation du bio en France ? Alors, il faut la recontextualiser. Effectivement, il y a eu plusieurs années de croissance à 2 chiffres. Et là, le bio subit à peu près le même effet que subit l'alimentaire, qui est une déconsommation. Les Français ont moins acheté de nourriture. D'accord. Donc, si on dézoome, on se rend compte que c'est un état du marché. Ensuite, si on regarde par rapport à 2019, 2020 étant une année tout à fait une anomalie sur la courbe, le bio reste en croissance à 2 chiffres. Mais maintenant, ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, il y a une légère contraction d'1,32%. C'est que c'est une situation beaucoup plus contrastée que... en fait, c'est difficile de dire le bio en général, c'est les bio. Nous, à l'agence bio, on a pour mission, je vous disais, de faire les chiffres panoramiques. Donc, il y a 6 débouchés pour le bio, d'un point de vue d'agriculteur. Vous avez 4 canaux qui permettent de servir la consommation à domicile, où, rappelons-le, la part du bio dans les courses des Français est restée stable, à plus de 6%. Vous avez la restauration. Et par restauration, j'entends la restauration collective, donc les cantines, où là, on est passé de 5 à 6% de bio, grâce à la loi Egalim qui fixe un objectif de 20% de bio dans les assiettes. Et hélas, on est à moins de 2% en restauration commerciale. Alors que ce soit le kebab, l'étoilé, la brasserie, on se retrouve avec quand même un débouché potentiel. Et si je reviens sur les courses qu'on fait à domicile pour remplir son réfrigérateur. C'est quoi ? C'est plutôt dans la grande distribution qu'il y a une baisse importante ? Dans les réseaux très structurés, donc les réseaux, les circuits longs en fait, c'est-à-dire la grande distribution et puis les 3000 magasins spécialisés, les chaînes spécialisées bio, Biocoop, Naturalia, Leclerc, eux ont eu une baisse. En revanche, si vous regardez les artisans, donc par artisans, j'entends les 33 000 boulangers, les 17 000 bouchers, les 7 000 primaires, eux, ils ne vendent pas que du bio, mais ils ont été en forte croissance et ils ont embarqué leurs produits bio dans cette croissance. Mais surtout, la vraie croissance de plus 8% cette année, c'est celle des circuits courts, c'est-à-dire la vente en direct. Il faut savoir que vendre en direct, c'est dans l'ADN des bio, puisqu'il y a une ferme sur 2 en bio qui vend en direct, alors que c'est une sur 4 en moyenne nationale. Donc ça fait 26 000 fermes partout sur le territoire qui vendent du bio en direct à des prix défiant toute concurrence. Donc c'est à comparer, par exemple, pour avoir un ordre d'idée, si vous faites la somme de toutes les enseignes de grande distribution, elles ont 18 000 points de vente
sur le territoire. Et donc ça, c'est en croissance. Pourquoi ? C'est comme les artisans, parce que ça permet de réconcilier les aspirations à plus de proximité, plus de local des Français. Parce qu'il y a eu cet arbitrage entre le local et le bio, peut-être à tort, mais c'est ce qui s'est passé à l'occasion de la crise sanitaire et là, à l'occasion de cette crise du pouvoir d'achat. C'est quand même ce qui est en train de se passer dans le portefeuille de pas mal de Français. Alors, oui, ça même si vous nous dites on peut acheter bio pour pas cher. Oui, on peut. Déjà, les inflations évoluent différemment entre le rayon bio et le rayon pas bio. Elle évolue plus lentement dans le bio parce que le blé bio, il est souvent vendu, c'est dans des contrats tripartites sur 3-5 ans. Il n'est pas coté sur le marché mondial, il ne s'envole pas à la bourse de Chicago. Donc ça dépend des filières une fois de plus, mais on a globalement une propension à contractualiser sur le long terme. Et ça amortit. Donc il y a sans doute ça. C'est le marché du bio et le fait de beaucoup de PME qui n'ont pas forcément les mêmes coûts de structure que des grosses entreprises qui doivent répercuter de l'inflation. Donc ça évolue moins vite. Après, nous, d'une manière générale, les messages qu'on passe, c'est oui, quel que soit son pouvoir d'achat, on peut mettre un peu plus de bio chaque jour dans son assiette pour soutenir justement les agriculteurs bio qui, eux, veulent passer en bio. Et c'est bénéfique pour tout le monde. Et on a des leviers qui dépassent la question bio ou pas bio. Dans les 6 leviers qu'on promeut, c'est faut gaspiller moins. Ça, c'est l'ADEME qui dit on gaspille 25 kilos de nourriture par an par habitant. Donc là, déjà, il y a des marges. Cuisiner plus de produits bruts. Bon, là, après en avoir beaucoup cuisiné après le confinement, peut-être qu'il y a un retour de manivelle, mais on sait que c'est le sens pour mieux manger. Acheter de saison. En bio, comme on ne force pas les cycles pour la production, c'est déjà naturel. Acheter en vrac. Vous ne payez pas l'emballage, vous dosez au plus juste de vos besoins. Varier vos protéines, c'est-à-dire mieux choisir sa viande. Une viande bio, elle perd moins d'eau. Et acheter en circuit court, bien sûr. Évidemment, on l'a déjà dit. La Cour des comptes, on va terminer là-dessus, il nous reste un peu moins de 4 minutes, vient de publier un rapport sur le bio. Elle pointe le manque de moyens. C'est quand même assez rare dans un rapport de la Cour des comptes d'entendre ce discours, c'est-à-dire dépenser plus d'argent sur cette filière. Grosso modo, c'est ce que dit la Cour des comptes. Alors effectivement, c'est assez exceptionnel de ne pas préconiser d'économie. Et pour cause, en fait, si on promeut le bio et si on donne des moyens au bio pour se faire connaître, sans faire de la pub, mais juste quand on explique le bio aux citoyens, on remarque que mécaniquement, il en achète plus. Et ça, c'est consommation individuelle. Elles vont dans le sens de la transition alimentaire parce qu'elles ont un bénéfice collectif. La Cour des comptes pointe le chiffre des pollutions agricoles. Il n'y a pas mieux que le préventif plutôt que le curatif. En bio, les agences de l'eau, qui sont le service public en charge de la qualité de l'eau, aident les agriculteurs près des zones de captage à passer en bio. Parce qu'on en retire tous un bénéfice collectif dans la qualité de l'eau. On sait que le bio, c'est plus de 30% d'espèces en plus, en biodiversité, et puis c'est 50% de population en plus. Oui, 30% d'espèces, on a ce chiffre dans une ferme bio, 30% d'espèces en plus, 50%, et des espèces 50% plus abondantes. Et puis il y a les apports en termes d'emploi aussi, qui sont détaillés par la Cour des comptes. Ça m'intéresse de savoir ce que le bio crée. De l'emploi non délocalisable. En fait, comme je vous le disais, le lien au consommateur est important parce que c'est pour ça que les agriculteurs vendent beaucoup en direct. Donc la création d'emplois, c'est 13% des fermes, le bio, mais c'est 19% de l'emploi agricole. Pourquoi ? Parce que à la fois sur la ferme, il y a besoin de plus de main-d'œuvre, parce que quand on se prive de l'arsenal chimique, il faut y aller à la main, il faut enlever les chardons à la main parfois. Mais c'est pas que ça, c'est aussi les fonctions de vente, parce qu'on voit beaucoup d'agriculteurs qui se regroupent, qui font des magasins de producteurs, et c'est de l'emploi, du conseil, parce qu'un produit bio, il ne se vend pas sans s'expliquer. Donc il y a beaucoup de métiers de contact. Donc c'est à la fois dans les champs et dans les points de vente qu'on crée de l'emploi en bio. Je voudrais terminer sur les freins et peut-être même les lobbies que vous affrontez. Quel est le lobby le plus puissant auquel vous deviez faire face ? Alors nous, c'est pas en termes de lobby qu'on réfléchit, même si on a beaucoup rigolé quand on nous a parlé du lobby bio. Par exemple, des vendeurs ou des revendeurs de glyphosate nous ont parlé du lobby bio. Donc rappelons que le lobby bio, à part les coccinelles, les hérissons et les abeilles, on ne voit pas vraiment. Ça, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. On peut considérer qu'une ONG fait un travail de lobby, mais ça, c'est pas grave. Je repose la question. C'est quoi ? C'est les glyphosates, c'est les pesticides, le lobby le plus puissant face au bio ? D'une manière générale, plus le bio progresse et moins mécaniquement il y a de ventes de pesticides de synthèse, d'engrais de synthèse. Donc ceux qui ont un bonus à la fin de l'année qui dépend des ventes de ces produits-là, effectivement, on a pu entendre certains PDG s'exprimer contre le bio, ce qui nous a assez étonnés. Mais bon, j'imagine qu'on voit une opportunité de reparler de purement
quantité produite avec la guerre en Ukraine, puisqu'il y a une crainte sur la quantité. Mais nous, le secteur bio tient à rappeler qu'il n'y a pas que la quantité, il faut à la fois combiner quantité et qualité, et c'est possible. Merci beaucoup, Laure Verdeau. Bon vent à l'agence bio. On passe à notre débat, l'espace, pour nous aider à répondre aux défis climatiques.